messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 22h de la RTD. Voici les titres de ce journal. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui le forum économique dédié aux opportunités d'investissement. Et l'Égypte s'associe à la plainte sud-africaine contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice. Le prestigieux Aïla Hotel s'est animé ce matin au rythme des enjeux économiques de Djibouti alors que la nation a accueilli avec faste la première édition du forum économique dédié aux opportunités d'investissement dans ces terres fertiles. Ce rassemblement, véritable épicentre des aspirations économiques, va se dresser tel un phare, illuminant les voies d'accès aux hommes d'affaires dans une quête incessante de sécuriser le climat d'investissement. Sous la bienveillance du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, les sommités mondiales de l'économie et des finances ont convergé pour un dialogue d'exception, rythmé par des idées novatrices et des visions audacieuses pour l'avenir de Djibouti. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre et le directeur du Fonds souverain de Djibouti. Au fil de 2 jours, ce forum promet de devenir un creuset d'innovation, explorant les secteurs clés propices à une croissance durable et soutenue. Au cœur de cette réflexion, le Gotha de l'économie régionale, mais aussi internationale, s'unit pour discerner les opportunités de croissance, traçant ainsi de nouvelles voies et tissant des partenariats fructueux. Dans cet environnement fertile, aujourd'hui, la République de Djibouti se révèle comme un terreau propice à l'éclosion de projets prometteurs, propulsant le pays vers des horizons économiques plus rayonnants. Au sein de ce lieu empreint de prestige, ce forum incarnera donc une ambition commune, celle d'ériger une Djibouti prospère et florissant au bénéfice de ses citoyens et de ses partenaires internationaux. En effet, à travers ces 2 jours de réflexion, le forum promet de devenir un creuset d'innovation plongeant au cœur des secteurs clés propices à une croissance soutenue et durable. Par ailleurs, au sein de cette agora économique, la communauté internationale des affaires s'unit pour discerner les opportunités de croissance, ouvrant la voie à de nouveaux horizons et des partenariats fructueux. De ce fait, Djibouti émerge comme un lieu où les idées prennent racine, propulsant le pays vers des horizons économiques. Il convient de rappeler que désormais la République de Djibouti se profile non seulement comme un carrefour commercial régional, mais également comme un hub de connectivité grâce à ses 13 câbles sous-marins, témoins de sa position stratégique. Si depuis longtemps l'émergence de Djibouti figure au cœur des stratégies gouvernementales, elle ne saurait dissimuler l'importance géostratégique de son emplacement, offrant une porte d'accès vers un marché de plus de 400 millions de consommateurs. Alors que notre pays trace résolument sa voie vers un avenir économique prospère, ce forum confirme son statut de destination d'investissement de premier plan sur l'échiquier international. La stabilité remarquable du franc djiboutien, conjuguée à la modernisation sans précédent des infrastructures portuaires, érige les solides piliers sur lesquels reposent les aspirations des décideurs, sculptant ainsi un environnement propice à l'épanouissement économique du pays. Dans son discours, le directeur du Fonds souverain de Djibouti a déclaré que ce forum vise à présenter les opportunités d'investissement dans le pays en réunissant les PDG, des investisseurs et des promoteurs afin de favoriser la collaboration entre des personnes partageant les mêmes idées et de catalyser des investissements stratégiques sur l'ensemble de la sous-région. On l'écoute. Si nous sommes tous ici réunis à Djibouti aujourd'hui, the place to be, c'est parce que nous croyons toutes et tous fermement au potentiel et l'avenir prometteur des pays émergents et en voie de développement. Ma passion pour les économies émergentes et en voie de développement remonte à plus d'une trentaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas, Monsieur le Président. Durant cette carrière, j'ai investi dans une centaine de pays développés, émergents et en voie de développement sur tous les continents du monde, ayant visité et bien connu une soixantaine. Le monde est grand, il y en a 197, il m'en reste 100 et quelques à visiter, Inch'Allah. J'en ai vu des crises, comme celle de la dette en Amérique latine en 1994, la chute des monnaies et des économies asiatiques en 1997, c'était horrible, la crise bancaire et économique mondiale en 2008-2009 et d'autres. Mais j'ai également suivi de près la transformation de plusieurs économies, game-changing factors. Je citerai mon admiration pour des pays comme Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande et bien sûr la Chine en Asie, ainsi que l'Estonie en Europe de l'Est,
Small is beautiful. Le Chili en Amérique latine, quelques pays du Golfe et d'autres success stories en à peine 2 ou 3 décennies. Comme quoi, quand on veut, on peut et tout est possible. Tous les pays que je viens de citer n'ont pas beaucoup de dénominateurs communs. Pour le Singapour et l'Estonie, ce n'est certainement ni une question de ressources naturelles, ni une question de superficie, ni une question de taille de population. Ce qui unit tous ces pays que j'ai cités, toutes ces success stories des 4 coins du monde, c'est le management et le leadership du pays et surtout la volonté politique. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la question que certains de nos invités présents ici me posent, pourquoi Djibouti? Why Djibouti? Que voyez-vous à Djibouti? A lot. Ma réponse est cohérente. Nous avons à Djibouti tous les ingrédients pour la formule de réussite. Il est important de toujours rappeler que oui, nous avons un emplacement stratégique qui est l'un de nos principaux avantages comparatifs. Cependant, notre plus grand avantage comparatif, c'est la stabilité politique et surtout la volonté politique. La stabilité est le mot... La stabilité est le mot-clé pour Djibouti. C'est important de le rappeler car l'incertitude est le pire des ennemis de l'être humain et de tout investisseur. En effet, les marchés financiers et l'économie de tout pays dépendent surtout sur la confiance, qu'on appelle investor confidence, trust. Avec la stabilité politique vient la stabilité sociale et la stabilité économique de Djibouti. La présence des bases militaires des puissances mondiales, États-Unis, Chine, France, Japon, Italie, etc., contribue à la sécurité et à la stabilité du pays et de cette région du monde. Je rajouterai bien sûr la stabilité de la monnaie sous le gouvernement de la Banque centrale. Le franc Djibouti a une parité fixe, pegged to the US dollar, depuis 1949. C'est donc comme pour les monnaies des pays du Golfe. Vous pouvez donc investir dans n'importe quelle monnaie étrangère ici, auprès d'un secteur bancaire et une banque centrale très développée et sophistiquée, sans aucun contrôle de change, contrairement à la majorité des monnaies des pays émergents et en voie de développement en Afrique et ailleurs, qui sont sujettes à des fluctuations et une instabilité régulière, forçant tout investisseur étranger à considérer une prime de risque de change dans la décision d'investir ou non. Et dans le même sillage, le ministre de l'Économie et des Finances a fait un réquisitoire scellé où il a présenté une fresque sur les opportunités d'investissement. Il a déclaré que Djibouti était un terreau fertile de possibilités. On l'écoute. La performance économique et sociale de Djibouti était remarquable durant ces 2 dernières décennies. Et pour ne citer quelques chiffres, une croissance continue de moyenne de 5,6% sur 20 ans, c'est impressionnant. Un PIB nominal qui a cru 5 fois depuis 20 ans. On est venu de $700 par tête d'habitant à plus de 3600, 3500 au bas mot par tête d'habitant au jour d'aujourd'hui. Une structure du PIB qui a totalement transformé, notamment avec un accroissement de 5,8 fois les activités des zones franches en République de Djibouti. Mais pendant ce temps, nous avons également connu une réduction forte de la pauvreté en passant de 21% de pauvreté absolue à 11%, nous l'espérons moins dans les semaines, dans les jours à venir, une fois complété notre recensement. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, évidemment, mais c'est plutôt grâce à des choix stratégiques de très haute portée et sous la direction du président Guelleh. Djibouti a connu une transformation remarquable, devenant ainsi un hub portuaire, logistique et commercial de premier plan dans la région, mais également un hub de télécommunications continentale et mondiale. On a souvent tendance à nous chamailler sur le nombre des câbles sous-marins. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 13 câbles sous-marins avec 2 autres câbles atterrissant, nous l'espérons, dans les mois et années à venir. Ce qui nous place comme première place d'infrastructure sur l'Afrique avec l'Égypte. J'ai bien dit, la République de Djibouti est la première infrastructure de télécommunications de tous les continents africains. La vision du chef de l'État, audacieuse, et son engagement en faveur d'un développement durable
ont ouvert de nouvelles opportunités pour les investissements, pour les investisseurs nationaux, mais également étrangers, ainsi renforçant la position de Djibouti en tant que centre névralgique du commerce international. Récemment, en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale, nous sommes en train de finaliser quelques travaux analytiques en vue de définir de nouveaux contours de notre troisième génération du plan de développement national à Djibouti. Il va sans dire que nous resterons dans cette même lancée, c'est-à-dire ces petits pays à très grande ambition. Et enfin, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a dans son allocution déclaré que la République de Djibouti trace résolument sa voie vers un avenir économique prospère. Ce forum, a-t-il précisé, confirme son statut de destination d'investissement de premier plan sur l'échiquier international. Le président de la République. Je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance envers tous ceux qui ont assisté à ce forum qui revêt une importance capitale pour notre pays. Votre présence démontre votre intérêt et votre dévouement envers l'avenir de Djibouti, et cela n'est pas passé inaperçu. Je tiens également à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement, sans lesquels nous n'aurions pas pu nous rassembler aujourd'hui pour discuter des défis stratégiques qui nous attendent. Depuis son accession à l'indépendance en juin 1977, notre pays a toujours su faire preuve d'une résilience exemplaire et d'une capacité d'adaptation remarquable face aux défis qui se sont présentés à lui. Notre priorité absolue a toujours été de garantir la prospérité économique, le développement et le bien-être de nos concitoyens, tout en préservant notre souveraineté, notre indépendance et notre sécurité. Djibouti, en dépit de ses modestes réserves de ressources naturelles, a su tirer parti de sa position géographique stratégique pour s'imposer comme un acteur clé sur la scène internationale. Sa situation privilégiée au carrefour de l'Asie et de l'Afrique, sur la voie du canal de Suez et de l'Europe, et gardien du détroit de Bab el-Mandeb, confère à Djibouti un rôle crucial dans les échanges commerciaux mondiaux. C'est dans cette optique que nous avons élaboré une vision ambitieuse, celle de devenir un hub commercial, logistique, portuaire et numérique incontournable. Pour concrétiser cette vision, Djibouti a consenti d'importants investissements dans les infrastructures et modernisé ses entreprises, notamment celles du secteur public. Ces efforts ont porté leurs fruits au fil des décennies avec la mise en place d'un cadre légal et financier solide, d'une monnaie stable et convertible, ainsi que d'infrastructures portuaires et de transport de renommée mondiale. Les ressources. Et toujours dans son allocution, le chef de l'État a contextualisé la création et le rôle du Fonds souverain. Le FSD, a-t-il déclaré, est un rôle catalyseur pour la croissance et le développement économique de notre pays. Réécoutons le numéro 1 du dossier. Les récents bouleversements géopolitiques ont cependant mis en lumière l'impératif pour Djibouti de diversifier son économie et de renforcer sa capacité de résister aux chocs externes. Afin de rester compétitif sur la scène internationale, il est crucial d'accélérer notre marche vers la modernisation et l'innovation. C'est dans cette perspective stratégique que le Fonds souverain de Djibouti a été institué, s'inspirant des réussites et des fonds similaires mis en place dans d'autres pays. Le Fonds souverain de Djibouti revêt une importance capitale
dans la construction d'une économie résiliente et prospère, à l'image de celles ayant bénéficié des investissements des fonds souverains d'autres pays. En favorisant l'investissement privé et en renforçant les partenariats avec les acteurs nationaux et internationaux, le FSD ouvre la voie à l'émergence de Djibouti en tant que hub d'excellence, d'innovation et de compétitivité, en offrant aux talents locaux l'opportunité de s'épanouir et de contribuer activement à la croissance économique du pays. Nous sommes en mesure de façonner un avenir prometteur pour Djibouti, à l'instar d'autres pays qui se sont dotés de fonds similaires. Pour terminer, j'encourage vivement votre participation active aux échanges et discussions qui animeront ce forum. Votre contribution est essentielle à l'avancement de notre vision à long terme et à la construction d'une économie moderne et prospère pour tous. Je vous remercie pour votre présence et votre attention. Mon propos, je voudrais également remercier le directeur général du FSD, Dr Selim Ferrani, ainsi que l'ensemble des organisateurs de ce forum. Je cède maintenant la parole aux experts et professionnels présents pour engager des échanges constructifs. Je vous remercie. Et une fois les allocutions terminées, le chef de l'État a pris part à un panel dans le cadre du Forum des investissements économiques de Djibouti. Le président de la République a pris la parole lors d'un panel de discussion animé par Ziad Liman. Cet échange de haut niveau a offert une plateforme unique où le chef de l'État a pu partager sa vision pour l'avenir économique de Djibouti, tout en échangeant des idées et des perspectives avec M. Liman, reconnu pour son expertise dans le domaine financier et son engagement envers le développement économique dans le continent. Lors d'échanges qu'on a eus dans le passé, vous m'aviez dit nous sommes un jeune pays mais une vieille nation. Je pense que c'est un point important. Absolument. Depuis très longtemps, nous avons créé avec une patience extraordinaire, là où tout le monde disait, comme Joseph Kessel, le chacal fait son testament, n'est-ce pas? C'est invivable. Et nous sommes là maintenant à donner quand même l'espoir à des millions de gens qui croient à ce pays et qui croient à son avenir, qui croient à cette idée de partenariat avec l'ensemble de la communauté internationale. Et toujours dans cet échange, le modérateur Ziad Liman a captivé l'attention de l'audience en adressant une question cruciale au président de la République. Il a demandé donc au chef de l'État ce qu'il conseillerait à un jeune Djiboutien ambitieux, désireux de tracer sa voie dans le monde professionnel en quête d'opportunités. Je vais vous demander une dernière question, de faire un effort d'imagination. Imaginez que je sois un jeune Djiboutien de 20 ans. Quel conseil me donneriez-vous dans les activités, dans les investissements, vers où je devrais aller? Quel secteur je devrais... D'abord, jeune Djiboutien qui a 20 ans est un jeune qui a un avenir radieux devant lui. Je lui dirais, aie foi à ton pays. Imagine la responsabilité et l'ambition d'un jeune homme qui veut construire son avenir dans son propre pays et qui montre une volonté inébranlable pour créer et s'adapter à la situation. Je ne dirais pas de changer de métier, je ne dirais pas de choisir tel métier ou par rapport à un autre, mais c'est la foi d'abord. C'est la foi qui compte.
et la volonté de construire ce pays selon sa capacité et son intelligence. Le président de la République a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Maître Jean Montagnier, figure emblématique du paysage judiciaire djiboutien et l'avocat le plus ancien de la place pour y avoir pignon sur rue depuis près de 5 décennies, avant même notre accession à l'indépendance. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris la triste nouvelle, a indiqué le chef de l'État, louant les vertus d'un homme de principe qui s'est toujours rangé du côté du droit et de la justice. Il restera longtemps gravé dans la mémoire des Djiboutiens comme un modèle d'intelligence, de charisme et de courage, a également noté le président Guélé, exprimant ses condoléances attristées à la famille du défunt, ainsi qu'à ses proches, amis et nombreux collègues qu'il eut durant sa longue et brillante carrière. Décédé hier soir des suites d'un accident vasculaire cérébral, Maître Jean Montagnier, célèbre avocat à Djibouti, laisse derrière lui une épouse et 4 enfants. Autre information, donc, avec l'arrivée prochaine des pèlerins à la Mecque pour accomplir le rituel du Hajj, la mission du ministère du Hajj effectue les derniers préparatifs pour recevoir les pèlerins djiboutiens. Eh bien, la mission a inspecté les installations destinées à l'hébergement des pèlerins à la Mecque et à Médine. Les tâches de cette mission consistent à assurer tout le confort nécessaire à l'hébergement des pèlerins, au transport entre les sites de la Terre Sainte, à l'orientation et à la sensibilisation, mais aussi à fournir des services de santé à tous les pèlerins pendant leur rituel. Dans ce contexte, le chef de la mission et sa délégation ont mis la touche finale aux efforts de préparation et d'accueil des pèlerins. Les membres de cette mission ont tenu une réunion avec l'organisme coordonnant les services et l'accueil des pèlerins pour discuter des derniers développements en la matière. Eh bien, le chef de la délégation djiboutienne du Hajj a indiqué avoir reçu toutes les assurances des organismes du service et il a exprimé son espoir que les choses se dérouleront parfaitement. Et le premier groupe de pèlerins djiboutiens sont attendus le 18 mai à Médine. Djibouti Port Corridor et Salam Africa Bank ont conclu aujourd'hui un accord de prêt pour le financement du projet de réhabilitation du tronçon de Doubalala-Dikil de la route nationale numéro 1. Cette collaboration marque une étape cruciale pour le secteur routier et financier de Djibouti. Le document de prêt a été signé par le président de l'autorité des ports et de zones franches et le directeur général de Salam Africa Bank. La cérémonie de signature a également vu la participation du directeur général de Djibouti Port Corridor, Abdi Ibrahim Farah, ainsi que du directeur général de la société de construction Al-Nasri, Hassan Ahmed. Ce projet vise à rénover une section cruciale de l'infrastructure routière djiboutienne et avec pour objectif majeur l'amélioration de la connectivité régionale et le développement socio-économique local. Il s'agit de la première fois qu'une banque locale s'engage dans le financement d'un projet routier d'une telle envergure, marquant ainsi une étape historique dans le développement économique et financier du pays. Les travaux seront confiés à Al-Nasri, une entreprise réputée pour son expertise dans le domaine de la construction routière. Les spécifications techniques du projet garantissent une circulation fluide et sécurisée, conformément aux normes d'une route corridor. Des ouvrages hydrauliques seront également mis en place pour améliorer la gestion des eaux et assurer la durabilité de l'infrastructure. Ce partenariat donc novateur entre Djibouti Port Corridor et Salam Africa Bank témoigne de leur engagement commun envers le développement durable et la croissance économique de Djibouti. Écoutons un extrait du mot du directeur général de Djibouti Port Corridor, Abdi Ibrahim Farah, pour plus de précisions. Nous venons de signer aujourd'hui une convention de financement des travaux de réhabilitation du tronçon Doubalala-Dikil de la RNA. Comme vous savez, la RNA est une artère principale par laquelle transitent tous les jours plus de 90% de camions venant ou allant vers l'Éthiopie. Cet événement est spécial parce qu'aujourd'hui, nous venons de signer une convention de financement avec une banque locale, en l'occurrence la Salam African Bank, dont je remercie le directeur général, M. Jama Hefsi Abdi, ici présent, qui, depuis le début de ce projet, a collaboré. Et aujourd'hui, nous sommes là pour concrétiser ces partenariats. Pourquoi c'est spécial? C'est spécial parce que c'est la première fois qu'une banque
locales participent à un projet d'envergure, en l'occurrence l'infrastructure routière. Donc, je remercie la Salam African Bank pour cette confiance et nous promettons de travailler dans le cadre de ces projets et dans d'autres projets. Et nous les remercions. Sous l'égide du secrétaire général du ministère du Budget et en présence du directeur des programmes de l'Organisation mondiale des douanes, ainsi que du directeur général de la douane de Djibouti, s'est tenu aujourd'hui un atelier national sur la mise en œuvre du système harmonisé 2022. Cet événement a rassemblé des experts de l'OMD ainsi que des inspecteurs des douanes, tous engagés dans la transition vers le nouveau système harmonisé de codification et de désignation des marchandises, reflétant ainsi l'engagement continu vers l'efficacité et la fluidité du commerce mondial. Au cours de cet atelier, les participants ont eu l'opportunité unique d'échanger leurs connaissances et leurs expériences abordant les défis et les enjeux pratiques de cette transition cruciale pour les opérations douanières et les acteurs du commerce international. Cet événement marque une étape essentielle dans le processus de transition vers le nouveau système harmonisé de codification des marchandises, témoignant ainsi de l'engagement concerté du gouvernement, de l'OMD et des parties prenantes à promouvoir un commerce international transparent, efficace et équitable. Parce qu'elle manifeste et elle reflète la pertinence de l'organisation, que ce soit dans le cadre d'établir des normes et des politiques douanières internationales, mais aussi de soutenir les pays dans leur démarche pour s'approprier ces normes et aussi dans le cadre de renforcement de capacités pour pouvoir gérer les infrastructures douanières et contribuer au commerce et à la facilitation des échanges. Fier et content d'être là parce que cette mission est une mission pratique sur une thématique qui est un pilier de la douane, qui est le système harmonisé. Le système harmonisé, il est utilisé par plus de 200 pays. 98% de la marchandise internationale, elle est traitée au niveau du système harmonisé. Le fait que la première mission de l'OMD traite du système harmonisé, c'est une certaine fierté pour moi, j'imagine pour mes collègues aussi qui sont présents avec moi, et aussi la nature de la mission, parce que c'est une mission pratique. On va travailler avec les collègues djiboutiens, pair à pair, pour essayer de finaliser la migration vers la version 2022 du système harmonisé, mais aussi dans ce processus essayer de renforcer les capacités de la douane djiboutienne pour pouvoir mener les travaux des prochaines migrations de manière indépendante. Le directeur général des douanes et des droits indirects a souligné l'opportunité stratégique de cet atelier. On l'écoute. Ce n'est pas pour faire un discours, c'est juste pour profiter de l'occasion pour souhaiter à la mission la bienvenue à Djibouti et parmi nos effectifs de la Direction générale des douanes, pour aussi exhorter nos collègues, les douaniers djiboutiens et inspecteurs qui sont ici présents, de profiter de cette mission pour justement bien assimiler tout ce qui se traitera dans le cadre de ce travail de transposition du système harmonisé. Pour vous rassurer aussi, messieurs, que vous avez un parterre d'inspecteurs des douanes formés dans des écoles prestigieuses et qui sont à même justement de mener à bien cette mission et vous suivre dans vos démarches. Donc, bienvenue. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère du Budget a mis en lumière l'engagement ferme du gouvernement à garantir la conformité aux normes internationales et à faciliter les échanges commerciaux dans un environnement propice au développement économique et national. Avec un grand honneur que je prends part à vos côtés aujourd'hui à cet atelier crucial de formation pratique sur la transposition du système harmonisé de codification et de désignation des marchandises.
Nous sommes réunis ici pour discuter des enjeux et des défis de cette transition du système harmonisé Code 2017 vers le système harmonisé Code 2022. Le système harmonisé, en tant que pilier essentiel du commerce international, joue un rôle fondamental dans la facilitation des échanges et la fluidité du commerce mondial. Sa mise à jour régulière reflète l'évolution constante des pratiques commerciales, des technologies et des besoins des acteurs économiques. Au cours de cet atelier, des experts auront l'opportunité d'échanger leurs connaissances et leur expérience en la matière avec les inspecteurs des douanes, inspecteurs et inspectrices des douanes ici présents. Bien entendu, il sera question d'analyser les modifications apportées au système harmonisé de 2022 par rapport à celui de 2017 et d'explorer les implications pratiques pour les opérations douanières et logistiques de Djibouti. Il est nécessaire d'aborder également les meilleures pratiques pour une transition en douceur, minimisant les perturbations tout en maximisant les avantages du nouveau code de système harmonisé. L'OMD reconnaît l'importance de cette mise à jour et soutient pleinement nos efforts pour garantir une mise en œuvre efficace et harmonieuse du système harmonisé dans les différentes régions du monde. Avec l'appui de l'Organisation mondiale des douanes, la douane djiboutienne continuera dans sa lancée à devenir toujours une force motrice pour la modernisation des pratiques douanières et la facilitation des échanges. Dans le reste de l'actualité, le préfet de la ville de Tadjoura s'est rendu ce week-end à Dora pour visiter l'une des plus grandes mosquées de la région, construite par la société de construction Al-Gharafi. Il a été chaleureusement accueilli par le responsable de la société à Tadjoura et le représentant du ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf. Cette mosquée comprend une grande salle de prière pour les hommes, une seconde salle pouvant accueillir plus d'une trentaine de femmes, un grand jardin dans la cour et 3 locaux commerciaux au profit des biens Warf. Elle est destinée non seulement à la population de la localité de Dora, mais également à tous les usagers empruntant le corridor Tadjoura-Balho. Le préfet de la ville de Tadjoura a exprimé sa gratitude au groupe et a souligné l'importance de cet édifice religieux qui dépasse les frontières de la localité, offrant ainsi un lieu de prière et de rassemblement pour l'ensemble des usagers du corridor Tadjoura à Balho. Sous-préfecture de Dora. À cette occasion, nous avons pu visiter la mosquée que l'entreprise Gharafi a donnée à la population suite à la construction de la route RN9. Ces entreprises ont pu démontrer à la population une très bonne image et a laissé sa trace indélébile à la région en offrant une grande mosquée qui, dans le prochain avenir, va servir non seulement la population de Dora, mais aussi tous les voyageurs et qui partent à la frontière. C'est-à-dire il est sur le tronçon, sur l'axe routier Djibouti-Balho, et toute cette population auront l'occasion de prendre part à la prière une fois qu'ils seront en voyage. Merci. Et par la suite, le préfet de la ville de Tadjoura s'est rendu dans la localité de Balho pour rencontrer les familles sinistrées. Des rafales de vent et des pluies diluviennes se sont abattues sur 110 ménages vivant dans la périphérie de la localité de Balho le 8 mai dernier, causant d'importants dégâts matériels. Le préfet a témoigné de son soutien en sollicitant une assistance immédiate du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité. L'équipe du département en charge des affaires sociales a répondu présente en apportant des denrées alimentaires aux familles dans le besoin, témoignant ainsi de la solidarité nationale face à l'adversité. Accompagné de ses proches collaborateurs, le préfet de Tadjoura s'est rendu à la traversée d'eau de l'Oued de Balho pour visiter un barrage construit en pierre et en poussière par les hommes et femmes de la localité de Balho. Sur place, il a été accueilli par les habitants travaillant d'arrache-pied pour reconstruire le petit barrage emporté par les dernières intempéries. Le préfet a été touché par le dévouement des habitants de Balho qui travaillent sans relâche. Il a été alerté par la population pour solliciter l'intervention du gouvernement afin de leur construire un barrage ou une retenue d'eau
adéquats afin de contenir une importante quantité d'eau de pluie qui se disperse dans la nature dans le but de lutter contre la sécheresse. Autre information, l'équipe mobile de la douane de l'EAD, en collaboration avec les forces armées, ont, au cours d'une opération de patrouille menée sur le secteur hier, saisi quelques 24 colis de khat, chacun renfermant 100 paquets. Dans le cadre de la lutte contre toute forme de trafic illicite, la Direction générale des douanes et des droits indirects déploie, pour répondre au problème de la porosité des frontières, des équipes mobiles qui mènent, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité de notre pays, des patrouilles au niveau des secteurs présumés où ces produits illicites arrivent dans notre pays. Les contrôles effectués quotidiennement permettent d'intercepter d'énormes quantités de marchandises composées de khat en provenance des pays voisins, lesquels ont été donc incinérés par la suite devant le poste de surveillance de l'EADA, en présence notamment des agents des douanes et des militaires. Je vous le disais en titre, l'Égypte s'associe à la plainte sud-africaine contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice. Pour rappel, l'Afrique du Sud a lancé une action judiciaire en décembre dernier contre Israël devant la plus haute juridiction de l'ONU à la suite des frappes que ce pays opère dans la bande de Gaza et qui font des dizaines de milliers de morts à ce jour. L'Égypte a annoncé son intention de lui emboîter le pas, décision qui intervient au moment où les frappes israéliennes s'intensifient sur l'enclave palestinienne avec une situation intenable pour les civils. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.